Aujourd'hui, on est un peu triste parce que c'est notre dernier rendez-vous. Mais on va vite retrouver le sourire parce que c'est sous le signe de la MLF ce soir et nous avons nos acteurs principaux, nos intervenants qui vont venir vous présenter ce qu'ils font dans le réseau puisque vous le savez, mais Véronique va vous en dire deux mots. Il y a eu un appel à projet, n'est-ce pas, Véronique? Oui, absolument. Euh, donc, Marie, vous souhaitez que j'évoque dès à présent l'appel à projet, c'est ça? Alors, peut-être oui, ça serait bien, en introduction pour donner D'accord, envie à l'année prochaine, peut-être, à d'autres. d'accord. Donc, en effet, hein, les STIAM sont une pratique innovante et transdisciplinaire qui a été mise à l'honneur, en fait, dans les priorités pédagogiques de la mission laïque française. Et pour l'année 2024-2025, et afin d'encourager en fait les enseignants, les équipes, les directions à se lancer dans ce type de projet, la mission laïque française a communiqué à ces établissements un document de cadrage sur ce qui pourrait être les STIAM, sur l'historique aussi des STIAM, et un dossier de candidature pour proposer un projet qui ait certains critères, mais nous avons souhaité justement que le projet ne soit pas encore complètement défini, de façon à ce que ces projets qu'on nous proposait nous permettent de dessiner en fait ce qui pourrait être les STIAM pour la mission laïque française, et donc à partir d'initiatives de terrain, essayer de voir qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui est particulièrement adapté à des STIAM pour nos établissements, dans une perspective aussi plurilingue et interculturel et donc ouvert à l'international. Voilà, donc c'est ce que nous avons fait en mai-juin dernier, me semble-t-il. Et la tête de réseau Mission laïque française a donné aux équipes jusqu'à octobre pour recueillir ces dossiers et en sélectionner certains et leur faire bénéficier justement d'un soutien financier de façon à voilà, encourager cette mise en place dans les établissements Mission laïque française. Merci Véronique pour cette introduction importante. Alors ce soir, nous allons inaugurer peut-être un nouveau format qui est intéressant. C'est une table ronde. Alors on va essayer de se la représenter, cette table ronde, avec quelques participants qui viennent présenter et parler du projet qui est en cours de construction ou qui est en train de se réaliser, hein. On n'est pas sur des expériences très anciennes. On a débuté donc en septembre. Et je propose tout de suite à nos participants d'ouvrir leur micro et juste de dire où ils sont situés, dans quel établissement ils enseignent, et puis également peut-être ce qu'ils sont en train de faire, mais pas sur le projet, juste votre petite présentation rapide. Rapide tour de table. On commence par Léa? Alors bonjour, moi c'est Léa Prot-Souvignet, je suis enseignante de sciences et je suis enseignante de sciences au lycée français international Marguerite Yourcenar de Reus. Donc Reus, ça se situe en Catalogne, en Espagne. Voilà. Notre binôme, Pierre Oui, et Yves. bonjour. Donc, moi, je m'appelle Yves Salin. J'enseigne en CE1 au lycée français de Palma de Majorque. Donc, Majorque, une île de la Méditerranée en Espagne. Et voilà. Et je me suis lancé dans ce projet avec Pierre, qui va se présenter. Oui, bonsoir tout le monde. Pierre Béconnier, je suis enseignant de technologie. J'enseigne également les sciences en cinquième, la SNT et la NSI au lycée. Merci. Et on va conclure avec Aloïse, alors qui n'est pas normalement toute seule dans ce projet, mais Émilie nous rejoindra un petit peu plus tard, n'est-ce pas, Aloïse? Exactement. Bonsoir à chacun. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous ce soir. Et donc, je suis Aloïse, je suis professeure d'éducation musicale au lycée français international Molière de Madrid. C'est à Villanueva de la Cañada, donc on est dans la communauté de Madrid, c'est le deuxième lycée de la communauté de Madrid. Et ma collègue Émilie Chapelle est en art plastique et nous rejoint tout à l'heure.
Très bien. Alors, on va commencer d'abord par présenter le projet hein, en quelques mots. Et puis, on aura ensuite une question à poser à Véronique, hein, qui représente donc la tête de réseau et qui nous parlera un petit peu, ben, justement, puisqu'elle a vu naître ces projets de très, très près. Et elle nous dira en quelques mots comment la tête de réseau peut accompagner les enseignants et puis les établissements. Alors, en guise de mise en bouche, ben, je vous propose de lancer peut-être le petit film, un petit film, et ensuite on aura une image assez évocatrice aussi. Un petit film donc réalisé par Pierre et Yves sur le projet dans leur établissement, et puis ensuite on laissera nos deux collègues en parler plus précisément. Alors, je vais lancer le petit film. Ici, nous avons commencé un projet ambitieux, le Jardin des Innovations. Ce projet va combiner art, sciences et technologie. Très bientôt, ils programmeront des capteurs, fabriqueront des épouvantails, apprendront à surveiller l'environnement. On va fabriquer des épouvantails pour que les oiseaux ne viennent pas à manger les fruits. On a fait un voyage scolaire et on a récolté des échantillons de plantes et on est en train de voir lesquelles sont plus adaptées pour les mettre dans notre jardin. On est en train de trouver les propriétés médicinales et culinaires. Et finalement, on va avoir un herbier avec toutes les plantes qu'on a récoltées et on va le montrer à tous les élèves de l'école pour leur expliquer ce qu'on fait. We are going to build a weather station and an irrigation system. And so we will learn how to program sensors so the garden will water itself. Bien, merci beaucoup pour ce petit film envoyé cet après-midi, hein, très intéressant. Alors, Pierre et Yves, on a vu un jardin, hein, c'est ça, un jardin innovant. Alors, on en est où aujourd'hui dans ce jardin innovant? Et puis peut-être donc décrivez un tout petit peu, compléter ce qu'on vient de voir dans le film en nous disant ben, quelle est l'origine de ce projet et puis ben, peut-être aussi qui y participe. On a vu les enfants y participer, on a vu des petits, on a vu des grands, ça parle français, ça parle anglais. Allez, on est impatient, on voudrait en savoir un tout petit peu plus. Dites-nous. Oui, on va tout vous dire, ne soyez pas impatients. Alors, la genèse du projet, ça a commencé l'an dernier avec notre ancien chef d'établissement, monsieur Gonzalez. Monsieur Gonzalez qui avait travaillé aux États-Unis, donc au Texas, au lycée de Dallas. Et il m'a demandé si je pouvais me mettre en contact avec Douglas, donc un enseignant qui pratique les STEM depuis déjà pas mal de temps. Et donc, on a commencé à avoir cette idée, ça a commencé à germer l'an dernier. Et puis, à la rentrée, avec la venue de Béatrice Perlade, qui travaille dans notre réseau en Espagne, elle est venue nous présenter justement ce projet de financement que vous avez parlé tout à l'heure, que Véronique a présenté tout à l'heure. Et avec Yves, on était présents tous les deux à la réunion. On s'est dit, bah, pourquoi pas? On s'est lancé dans cette idée donc de projet de jardin innovant. L'idée, elle est venue assez naturellement. Hein. Mhm. Et du coup, comme moi je travaille en alimentaire, ben, on a décidé que ce soit un projet interdegré, vraiment qui réunisse de la maternelle jusqu'à la terminale. Oui, on a vu effectivement qu'il y avait des terminales. Alors, ils arrivent à cohabiter dans ce jardin, les grands, les petits. Il y a des échanges parfois, ils se croisent.
Alors pour l'instant, on est vraiment aux prémices du projet, donc on Ouais. n'est pas rentré vraiment. Alors, même si sur la vidéo, on voit déjà des enfants en train de jardiner, on n'a pas vraiment commencé à planter. Mais c'est prévu en effet. Mhm. D'accord. Ça crée vraiment une dynamique collective intéressante. Et il y a déjà beaucoup de projets justement de classes, de grands qui iraient soit planter, soit il y a aussi un côté artistique du projet par la fabrication des épouvantails qui ont été, Oui, dont parle un enfant tout à fait. Ouais. sur la vidéo, qui là aussi va regrouper des élèves de collège avec des élèves d'élémentaire. Voilà. C'est en train de se mettre en place et il y a une dynamique collective très intéressante. Mais c'est encore en phase de projet. Les enfants n'ont pas encore travaillé ensemble, mais ça va venir très très prochainement. Voilà, là, on vient de passer, on va dire, un grand moment d'organisation, hein, puis déjà pour sensibiliser toute l'équipe, et Mhm. puis pour voir un petit peu toutes les activités qu'on pouvait faire avec chacun d'entre eux. Et il y a des activités donc, qui sont prévues, qui vont faire intervenir des enfants de différents âges simultanément. Mhm. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça n'est pas encore arrivé. D'accord, ok. Alors, on va passer à un autre projet, celui de Léa, hein, qui va, en fait, qui est le porte-parole de ce projet, et qui va nous parler, je crois, Léa, il me semble que là, on est sur la création d'un spectacle collaboratif. Je ne me trompe pas? Ah non, c'est ça. En Alors, effet, on va on est en peut-être train de... montrer l'image aussi, hein, en même temps. Alors voilà. Alors, qu'est-ce que ça représente, cette image? Ah, en fait, cette image représente le schéma narratif du spectacle qu'on est en train de préparer. Et qui le prépare déjà? C'est les élèves de cycle 3 majoritairement. On a les maternelles qui viennent de s'ajouter pour une petite partie. Donc, c'est des élèves de primaire et de collège, CM1, CM2, 6e majoritairement, et un petit peu les maternelles. Donc, en fait, on va travailler tout au long de l'année pour fabriquer ce spectacle. Et ce spectacle, ça va être l'occasion de réfléchir à différentes thématiques et de créer aussi. Donc en fait, c'est un spectacle qu'on a appelé Homo Numericus, c'est le nom du projet. Donc, euh, comment est né le projet? Je vais commencer par ça, je sais pas trop par où commencer. L'origine du projet, en fait, moi, je suis à la base, j'ai une formation de professeur des écoles et ça fait 3 ans que j'enseigne maintenant dans le secondaire en sciences, donc EIST, 6e, 5e, SVT, physique-chimie en 4e notamment. Et je me suis rendu compte en passant de la primaire au collège que je n'avais plus l'occasion d'aller au théâtre. En sciences, c'était très difficile de trouver des choses à aller voir. Et donc l'année dernière, je suis allée voir une pièce de théâtre. J'en ai trouvé une qui parlait de sciences et je me suis dit, ah bah ça c'est une bonne idée de passer l'année et d'avoir comme ce fil conducteur pour créer voilà, une pièce qu'on jouera en fin d'année. Et alors, je vous lis le synopsis parce que c'est plus facile que d'expliquer. Mais donc, le synopsis, c'est donc l'histoire nous place dans un futur dystopique où les ressources de la Terre sont proches de l'épuisement. Les humains et les robots cohabitent tant bien que mal et des débats font fureur au sein de la population. Deux camps s'affrontent, ceux qui sont en faveur de l'IA et ceux qui s'y opposent. Face à ces tensions, une assemblée citoyenne s'organise. Elle donnera la parole aux artistes et aux programmeurs autour de 4 thématiques: l'illustration, la sculpture, la musique et la danse. Ils exposeront leurs recherches afin de trouver ensemble des solutions pour un avenir plus serein. Alors que l'Assemblée bat de son plein, une coupure de courant a brutalement lieu. Les scientifiques sont formels, toute l'énergie électrique disponible sur Terre est arrivée à épuisement. Les batteries ont besoin de temps pour se recharger. Comment vivre du coup sans toute cette abondance technologique et que reste-t-il de l'art et de la nature? Et donc en fait, ce que vous voyez, c'est l'image du schéma narratif. C'est un petit peu en fait, j'ai découpé ce scénario en petites scénettes en petites scénettes. En fait, c'est des activités de recherche qu'on va tous distribuer, qu'on va préparer au fur et à mesure de l'année. Et donc, toutes ces activités aboutissent à une scénette et mises bout à bout, ça va créer un spectacle. Ouais. Donc, il y a des scénettes comme par exemple les experts du GIEC. Ben, on a fait une activité qui s'appelle la fresque pour le climat. Et les élèves, à la fin, devaient expliquer un peu comment ça fonctionnait
et imaginer les projections. Donc, quelles seraient les conclusions du GIEC en 2052, parce que ce spectacle se déroule en 2052. Voilà. Après, il y a d'autres scénettes. Il y a des scénettes, par exemple, de création artistique. Donc, la danse. La danse, ils sont en train de le préparer avec le professeur de sport. Mais aussi, en technologie, on va essayer de faire programmer une petite danse de robot. Donc, on fait un peu de robotique. On a la sculpture. Donc, la professeure d'art visuel euh, fait une sculpture à partir juste de matériaux recyclables, le carton. Et en technologie, on va faire de la sculpture avec une imprimante 3D, par exemple. Mhm. Donc voilà, c'est tout ça mis bout à bout. Et donc en fait, la préparation du spectacle, ça mêle des activités de réflexion. On va étudier des poèmes, des articles, mettre en place des débats pour ou contre l'IA, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, des machines aussi, même plus largement. Donc des activités de réflexion et des activités de création. Et voilà, on a déjà Mhm. quelques activités de prête et on verra Voilà, le jour du spectacle. c'est intéressant effectivement parce qu'on voit bien là du coup dans un spectacle classique, on a un metteur en scène, on a un chef d'orchestre hein, qui mène le jeu. Bon, il y a une trame certes, mais on voit bien que là dans ce projet, si je ne me trompe pas, les élèves ont véritablement ils proposent des idées, il y a des débats, il y a une démarche d'investigation. C'est ce qui distingue, n'est-ce pas, votre projet d'un spectacle, on va dire classique de fin d'année? Ah ouais, je dirais que c'est vrai que les scénettes, alors, on a quand même du matériel de réflexion, mais Mhm. après, c'est aux élèves de choisir un peu leur rôle. Par exemple, au début de l'acte 1, en fait, c'est quelqu'un qui arrive et qui va zapper et ça va être plein de petites vidéos qu'on aura filmées au fur et à mesure de l'année. Par exemple, on a fait une scénette qui s'appelle le micro-trottoir pour ou contre l'IA. Donc, pour faire ça, on a donné de la recherche documentaire, quoi, de différents articles. On a mis en place des débats avec les élèves, on a essayé de lister les arguments des avantages et des inconvénients. Puis après, chaque élève devait choisir son personnage et on a essayé euh, de représenter un petit peu tous les points de vue. D'accord. Donc voilà, c'est une démarche d'investigation qui aboutit et qui laisse un petit peu de place à la créativité des élèves. Mm. En musique, par exemple, il y en a certains, je leur ai proposé en technologie musique d'utiliser un logiciel qui fait du beatbox, mais eux, ils s'investissent pour créer avec ce logiciel la scène qu'ils veulent développer. Donc, ils ont des outils et à eux Mhm. de Ok. chercher sur comment mettre en place la scénette. Bien, merci Léa. Alors, on va passer maintenant à notre dernier projet. Aloïse, hein, bon, pour l'instant, toute seule. Je crois qu'Émilie va nous rejoindre dans quelques minutes. Alors, Aloïse, on recycle, hein? Alors, chez nous, on recycle, disons que c'est plus qu'une passion, ça devient vraiment une habitude. Je ne vais pas dire qu'on fait les poubelles, mais pas loin. C'est-à-dire qu'on trouve plein de choses ah, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ceci, avec cela? Ah, mais tiens, je vais garder. Ça, sûrement que ça donnera une idée aux élèves. Et du coup, en donnant cette opportunité aussi de recycler, on a plusieurs petits projets en fait dans notre école qui partent déjà depuis les CE2, les CM1, on a des sixièmes, j'ai aussi quelques quatrièmes parce qu'on a des clubs qui se sont organisés. Et on a un gros projet qui est aussi en spectacle pour ce printemps, qui, on espère, parce que notre projet pour l'instant est un petit peu plus loin que l'ébauche, hein, ça c'est sûr, mais nous n'avons pas encore de salle, donc pour l'instant on fait avec un peu les moyens du bord, Mhm. pour plein de raisons techniques, etc. Mais le projet, en fait, on a un gros projet concert-spectacle avec du mapping lancerait qui se reproduirait sur les murs de l'école, donc un spectacle de nuit. Les élèves d'art plastique et de club décor vont créer les décors en 3D, quoi. Voilà, on est en train de construire un spectacle sur l'eau qui est le thème de l'éco-école cette année. Et avec les Et tout enfants ça de avec là. des matériaux de recyclage. Exactement. Et puis après, avec le club choral que j'anime, les enfants vont chanter des chansons
sur le thème de l'eau. Donc en fait, on va faire tout un spectacle là autour, donc qui s'articule là autour. D'autres élèves avec d'autres classes qui vont créer en fait qui vont utiliser en fait leur matière pour pouvoir, avec des projets qu'ils avaient habituellement, ils vont les relier avec toutes les autres compétences qu'ils ont en utilisant le bricolage, des machines techniques comme la machine 3D, la découpeuse, l'imprimante, tout ça. L'utilisation aussi de robots. Ils vont essayer de créer des gourdes isothermiques, de voir avec quels éléments de recyclage on peut créer tout ça. D'autres qui vont faire des jeux coopératifs dans le plurilinguisme. D'autres qui vont créer des instruments musicaux pour fabriquer des statuts sonores dans l'école. Et des créations de mobiles pour chercher un certain équilibre. Donc en fait, pour l'instant, on a le gros thème recyclage. On traite de regrouper tout ça en un seul grand projet. Et pour l'instant, c'est des petits pétales, on va dire, sur la fleur centrale qui est le recyclage. Voilà. C'est joliment dit. Bonjour Émilie. Émilie qui vient Bonjour, de nous rejoindre et ça y qui, est, voilà. excusez-moi, j'ai fait au plus Alors, vite. une toute petite question pour compléter, du coup, bon, comment on arrive bon, on construit ce projet à deux, mais comment on arrive à le diffuser là, à faire aussi donner envie à d'autres enseignants d'y participer? Eh bien, tout simplement en expliquant bien, pour commencer, quel est le projet, ce qu'on veut faire, leur montrer que c'est plutôt simple au départ. Ça paraît quelque chose de très difficile, compliqué, en fait, non, pas du tout. Une fois que les collègues ont compris l'idée et surtout le fait de réinvestir les compétences des élèves dans du concret, eh Mhm. ben, ça match. Ça marche, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on vient de voir donc ces projets qui sont, on l'a compris, sont en train de se construire là cette année. Moi, j'ai envie de poser une question donc à Véronique au niveau de la tête de réseau. Comment on accompagne? Alors, on a vu tout à l'heure, il y a eu un appel à projet, etc. Comment la tête de réseau peut faciliter cet accompagnement? Et puis, j'ai envie de dire aussi peut-être pourquoi les STIAM? Pourquoi ce choix des STIAM? Qu'est-ce qu'on attend en fait des STIAM au niveau du réseau? Alors, si les STIAM, voilà, c'est une approche des compétences des élèves qui est quand même extrêmement riche pour les équipes et pour nos établissements. Et c'est une priorité dont parle le directeur général depuis plusieurs années maintenant, sensibilisé qu'il est en fait à toutes ces compétences du 21e siècle telles que nous l'a exposé Margarida Romero pendant ce colloque, puisque on laisse les élèves collaborer, explorer, se donner aussi l'autorisation de tâtonner, de faire des essais, tout en échangeant avec leurs pairs et en mettant en œuvre les compétences de très nombreuses disciplines. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis les années 90 en Amérique. Et puis, initialement, c'était uniquement une approche de la technologie. Et puis, plus tard, l'art s'est invité également dans cette approche, tout simplement parce qu'il y avait des enjeux aussi pour nos sociétés, puisque nous baignons tous dans la technologie et que cette technologie est de plus en plus investie évidemment de l'humain, des langues, des cultures, de notre interrogation, de notre rapport au monde, et qu'il s'agit d'acculturer les enfants, les élèves à tous ces enjeux-là, puisqu'ils vont évoluer dans cette société-là. Donc, pour inviter tous ces enjeux dans l'école, les STIAM sont une porte d'entrée incroyable, puisque on mobilise des groupes classes sur des projets, des réalisations qui vont mêler tous ces enjeux tels que nous les vivons au quotidien dans nos sociétés. Émilie, tu Émilie? souhaitais intervenir? Le micro, Émilie. Vous pouvez les laisser allumer, hein, ouverts plutôt. Sinon, j'enchaîne ou... Voilà, Ah, voilà. Ça y est, Non, à nouveau. Elle a dû faire un... moi. C'est bon, Voilà, c'est merci. bon. ça y est.
Oui, je voulais juste rajouter un tout petit peu pour dire que surtout, c'est pour donner à l'élève confiance en lui, lui montrer qu'il sait faire, Mhm. que Absolument, l'adulte est là pour l'accompagner, mais c'est c'est à ça. lui de réinvestir ce qu'il sait faire. Et leur donner confiance, qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils savent faire plein de choses. Oui, bien sûr. Tout Alors, à il y a fait. Voilà. ça, et puis j'ajouterais aussi hein, que ça donne du sens à leurs compétences et aux enseignements qu'ils reçoivent, Mhm. puisqu'ils vont convoquer plein de disciplines, plein de savoirs au service d'une réalisation qui est souvent collective et qui sert aussi des enjeux actuels. Vous avez vu dans les 3 projets qui ont été proposés à quel point, notamment, les enjeux de développement durable sont absolument primordiaux. Mhm. Ce n'est pas un hasard, justement, hein, puisque ça donne du sens, en fait, hein, à tout ce qu'ils font à l'école. Pour ce qui est de l'accompagnement, je dirais que dans un premier temps, cet appel à projet nous a permis aussi de donner un cadrage historique et puis de donner des enjeux pédagogiques et didactiques à l'enseignement, en particulier au premier degré. Et je pense, j'espère, qu'en remplissant les dossiers, eh bien, tous ces collègues ont eu aussi l'occasion de préciser ce qu'ils voulaient faire et de voir quelles étaient les priorités du point de vue de la tête de réseau MLF. Par exemple, il était incontournable, en effet, hein, de dédier un espace Mhm. On va en au parler, oui. STIAM, voilà, dans les établissements. Donc, je ne rentre pas dans les détails si on en reparle après. Et puis, il était incontournable aussi de mobiliser plusieurs personnes des équipes pédagogiques de façon à en faire un enjeu d'équipe et même un enjeu d'établissement. Vous avez vu aussi dans les 3 projets qui ont été présentés, eh bien, que ça mobilise les équipes enseignantes de façon aussi bien au premier qu'au second degré, et puis qu'il y a une réalisation qui va forcément beaucoup valoriser et motiver les élèves. Merci. Alors justement, on a évoqué les lieux, on l'a évoqué même lors de notre première visio. Je vous rappelle que vous pouvez revenir et regarder à nouveau ces échanges si vous n'avez pas pu y assister. Alors les lieux justement, ce lieu, comment l'avez-vous choisi? Où il se situe actuellement? Et puis j'ai envie de rentrer vraiment dans des questions de base. Peut-être que certains participants se posent. Est-ce qu'il faut beaucoup de matériel? Bon, on a parlé du recyclage, mais est-ce qu'il y a un équipement de base là que vous avez mis en place, que vous avez utilisé? Et puis peut-être ce lieu, comment vous allez le faire évoluer? Donc, une grande question, vous prenez la réponse selon votre envie, votre implication. Alors, le lieu, qui prend la parole? Et Aloïse, ok. Alors pour le lieu, c'était assez comique parce qu'au début, on se posait plein de questions. On se disait, mais où allons-nous faire cet endroit? On a besoin de beaucoup d'espace, il va nous falloir plein de tables, un grand établi. Enfin, on voyait déjà des choses incroyables, des étagères, des endroits où on peut garder les projets qui sont en cours, etc. Et puis en fait, on a la chance d'avoir des grandes salles qui étaient pour l'informatique aussi. Et ça posait pas mal de soucis. Alors, on a abattu une paroi, on a gardé un petit cagibi, il a fallu réaménager pas mal l'espace, donc ça a donné lieu à beaucoup d'échanges au niveau de la gestion. Et finalement, on aura un joli espace avec un établi même qui peut se fermer, euh, vu que la salle va être occupée non seulement par les STIAM, mais aussi par des salles de classe normales. Donc en fait, on avait un souci pour pouvoir partager l'espace, en fait. Donc ça mène une certaine réflexion aussi. On se lance et tout d'un coup, on a des petites accroches par rapport à des détails qui n'en sont pas finalement, hein. Mais c'est vraiment, voilà, c'est chouette. Un autre, un autre lieu peut-être à décrire? Alors, on a vu le jardin tout à l'heure. Émilie, oui? Compléter? Hop, voilà. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Aloïs, c'est qu'en effet, quand on a dû s'approprier ce lieu qui n'existait pas, on a essayé aussi de penser de façon très pratique où on va stocker les travaux en cours, comment les collègues vont s'organiser, vu que plusieurs enseignants vont venir à tour de rôle Oui. utiliser tout ça, voilà, la répartition de l'espace, comment faire simple mais pratique. C'était Mhm. surtout ça. Mais c'est vrai que ça nous a permis aussi de voir qu'il y avait des solutions en fait à chaque problème. Rien n'était insurmontable.
Voilà. Et le fait d'être à plusieurs, c'est vrai que c'était très bien parce qu'on a pu mettre en commun nos compétences. Voilà. On commence à comprendre effectivement Exactement. la Oui. fonction et l'importance du lieu et ce lieu qui doit être ouvert. Alors Pierre, Yves, un jardin, forcément, tout le monde peut y aller, n'est-ce pas? C'est ça? C'est le choix, Oui. c'est ce qui a motivé votre choix? Non, Non. pas vraiment. Mais c'est vrai que c'est un espace commun qui est accessible à tous les élèves. Mais non, nous, pour le choix du lieu, on a une école toute neuve, mais qui est déjà pas mal occupée. Donc, ça a été quand même un point assez délicat. On a fait plusieurs fois le tour de l'école pour essayer tous ensemble aussi de voir où on pouvait donc faire cet espace commun. Et puis, on s'est arrêté à un espace ouvert entre des salles de classe, pas très loin des laboratoires. Oui. Et ensuite, donc, pour le moment, c'est peu de mètres carrés. Avec certains élèves de troisième, on a regardé ce qu'on pouvait faire avec cet espace, comment le meubler de la façon la plus pertinente possible. Donc, on a fait des recherches hein, et on a trouvé voilà, de quoi installer trois petits établis, de mettre des armoires qui sont suspendues et qui seront fermées puisque ce sera un espace ouvert. Mais l'idée dans le futur, donc là, les meubles devraient arriver justement cette semaine. Mais l'idée dans le futur, c'est pas tellement d'avoir un grand espace ou comme un grand Fab Lab, mais ce serait plutôt d'avoir des petits espaces polyvalents qui sont disséminés dans les divers niveaux. Comme ça sera, à mon avis, plus pratique pour tout le monde, pour la disponibilité, pour le partage. Et ensuite, au niveau du jardin, bien sûr, on va travailler souvent dans le jardin. Et là, on avait déjà fabriqué, on avait déjà un espace pour ranger le matériel, râteau, tout le matériel de jardinage, par exemple. Voilà, on peut essayer, par exemple, d'imaginer d'agrandir ce petit espace pour pouvoir stocker plus de matériel et travailler aussi dehors. On a de la chance, à Palma, il fait souvent beau, donc on peut souvent travailler dehors. Et voilà, ça serait l'espace bis. D'accord. Et Léa, alors, comment on Euh, peut faire un spectacle comme ça dans un lieu, j'imagine, qui est flexible? Comment ça s'organise concrètement dans votre établissement? euh, Nous, déjà, d'un point de vue du lieu, c'est vrai du coup, on a investi dans du matériel. Euh, L'établissement est assez petit, physiquement parlant, donc en fait, on n'avait pas beaucoup de choix pour choisir un endroit. Par contre, on a la chance d'avoir deux laboratoires, dont un qui a été construit il y a pas très longtemps, il y a 2, 3 ans. Par contre, il est assez vide. Donc en fait, c'est le laboratoire SEC, le laboratoire de technologie. Il y a quelque temps, la professeure d'art visuel, c'est elle qui déplaçait son matériel dans chacune des classes. Elle n'avait pas vraiment un espace à elle, donc elle a demandé à venir dans le laboratoire. Donc en fait, ça s'est fait un peu naturellement finalement parce que au départ, on se disait que c'est un peu bizarre de mélanger science et art et en fait, notamment avec le projet, ça s'avère très pratique parce qu'on a du matériel de science et d'art et donc alors c'est dans un laboratoire qui peut être à disposition du périscolaire aussi, mais voilà, qui est quand même sécurisé parce qu'il y a du matériel qui coûte cher ou du matériel qui peut être dangereux pour les élèves. Donc enfin, voilà, il faut forcément qu'il y ait un adulte à l'intérieur pour gérer tout ça. Donc voilà, il se construit petit à petit, la salle commence à se décorer, à prendre vie. Donc ça se fait, les activités se font ici, mais elles se font aussi en classe. Enfin, par exemple, le professeur de PS fait de la danse dans la cour, parce qu'on n'a pas de gymnase, mais dans la cour, voilà. Enfin, il y a certaines activités qui peuvent se faire en classe et d'autres activités qui peuvent se faire au laboratoire créatif. D'accord, très bien. Alors, une question certainement que les participants doivent se poser, c'est, on a bien compris qu'il y avait effectivement un lieu qu'on mutualise, qu'il y a effectivement cette pédagogie de projet, mais concrètement, j'ai envie de vous poser la question très simplement, qu'apprennent les élèves par rapport aux enjeux disciplinaires, aux différents programmes? Est-ce que vous avez arrivé à raccrocher vos programmes respectifs à cette pratique dans ce laboratoire créatif?
Et puis, parlons aussi peut-être, ouvrons sur des compétences transversales. Est-ce que vous avez pu observer ou est-ce que vous avez anticipé ça? Comment les élèves vont pouvoir travailler en collaboration? Donc, en gros, que font les élèves et qu'est-ce qu'ils apprennent dans un laboratoire créatif? Alors, qui veut répondre? Bon, Oui, oui. Aloïse. Ah, pardon. Aloïse et puis ensuite Pierre et Yves. Aloïse, le micro. Alors, basiquement, déjà, les élèves, ils vont apprendre à manipuler euh, leurs objets ou leurs outillages, en fait, leurs outils pour pouvoir œuvrer sur leur projet. Et ce qui est fondamental, qui nous semble aussi, c'est vraiment qu'ils arrivent à apprendre de leurs bonnes idées comme apprendre de leurs erreurs. Donc, on a suggéré, on s'est dit, on va leur faire un petit carnet de route qui restera dans un coin d'une étagère pour les suivants. Et avec des astuces, des conseils, qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en place, pourquoi ceci a mieux fonctionné, pourquoi cela n'a pas fonctionné, comment il faut qu'on fasse pour que ça aille mieux. Donc, en fait, qu'on soit toujours dans la recherche, qu'on soit toujours dans se poser la question, comment on peut y arriver d'une autre manière. Comme ça ne marche pas. Et toi, est-ce que tu as une autre idée? Donc, la collaboration, la réflexion, enfin, et par rapport à ce que tu disais là tout à l'heure, Marie, les compétences, bien évidemment que si je prends par exemple un exemple où ils vont faire des mobiles, ça c'était pour les CM1, ils vont devoir observer avec quels éléments ils vont utiliser, le poids de chacun pour créer en fait un équilibre. Donc il y a plein de choses qui se recroisent, quoi. Des mathématiques, les sciences, la techno, les arts. C'est très facile en fait de trouver dans chaque projet toutes, toutes ces connexions en fait. Merci beaucoup. Donc, c'est intéressant hein, de voir à quel point vous impliquez évidemment les élèves, même dans leur auto-évaluation, voire l'évaluation entre pairs, avec ce petit carnet qui les amène aussi à apprendre de leurs erreurs. Hein. Et là, il y a tout un travail intéressant. On le voit d'ailleurs sur cette pédagogie de l'erreur constructive. Alors, j'imagine qu'on apprend aussi hein, du côté du jardin ou du côté du spectacle de Léa. Il y a des apprentissages, il y a des enjeux, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est bien avec le projet du jardin, comme c'est un projet qui fait appel à beaucoup de créativité, justement, avec tous les niveaux, en fait, c'est pas si difficile que ça de se rattacher au programme. Je prends des exemples Oui, très un concrets. exemple. Oui. Que ce soit en seconde, par exemple, ou en première, on travaille en ce moment sur des projets qui sont différents, sur euh, essayer de connaître l'impact, par exemple, des conditions climatiques sur la croissance des plantes, essayer de savoir comment analyser. Là, on vient d'installer une station météo sur le toit de l'école, donc c'est essayer d'analyser les données, le flux permanent de données qui est récupéré par cette station météo, hein, que ce soit en informatique, par exemple, ou en SNT ou en NSI, il y a pas mal de travail à faire là-dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, c'est que nous, en fait, on essaye juste de proposer des objectifs et c'est les élèves, en fait, qui montent les projets. Et on est dans cette phase-là, hein, pour le moment, avec les élèves du lycée. C'est-à-dire qu'ils ont des objectifs sur lesquels ils travaillent. Par exemple, comment récupérer le maximum de données climatiques dans le jardin. Et c'est eux voilà, qui doivent savoir quel matériel ils ont besoin, quelles sont les connaissances qu'ils ont besoin aussi de connaître. Nous, on est là juste pour les aiguiller. Et avec des élèves plus petits, par exemple, au collège, c'est pareil, on a des projets de programmation de capteurs avec des cartes microcontrôleurs, avec des cartes Arduino, par exemple. Et donc, on les fait travailler sur ces projets-là. Mais ce qui est intéressant, je me répète, mais ce qui est intéressant, c'est que nous, au départ, on n'a pas une idée très précise de là où ça va aller. Et c'est là où un peu on doit un peu lâcher prise. Et c'est les élèves vraiment
qui doivent nous emmener et enfin, nous, on essaye de les emmener aussi. Donc, il y a un échange, justement, qui est très intéressant entre ce qu'on voudrait qu'ils arrivent à faire et eux, ce qu'ils pensent aussi faire comme projet. Ouais, par exemple, j'ai un exemple, moi en CM1, pour descendre encore avec l'âge des élèves, c'est les CM1, même les élèves qui trouvaient que leur cours était pas très manqué de plantes. Alors, c'est pas tout à fait dans le même espace que le jardin dans lequel on va cultiver, mais ils ont décidé de fabriquer un bac à plantes, donc avec tous les problèmes que ça peut poser. Et c'est eux-mêmes qui ont eu cette proposition et donc ils vont travailler dessus. Avec tous les problèmes que ça me posait, de fabriquer un bac à plantes, alors quelle matière, etc. Donc, toutes ces compétences de recherche qu'a évoqué Aloïse sur voilà, le besoin de savoir chercher, se tromper, et, revenir sur ses erreurs, etc. Voilà. On va aussi faire des déficiences en maternelle et chez des plus petits élèves élémentaires. Toujours pareil pour développer ses compétences. Merci beaucoup. Très intéressant. Alors, ce travail-là, on va dire de lâcher prise, hein, de travailler sans filet presque, et de faire confiance aux élèves, comment on fait, Léa, quand on a quand même cet objectif de spectacle, hein? C'est un travail d'équilibriste. Est-ce que de temps en temps, il y a quelques craintes ou vraiment les élèves sont surprenants? Un peu de tout ça. Je suis d'accord pour dire que c'est vraiment un apprentissage dynamique et d'ailleurs avec les collègues aussi parce que du coup le synopsis est assez enfin bon je suis dit qu'il faut partir sur quelque chose mais c'est vrai que tout le monde y apporte un petit peu son grain de sel et c'est intéressant juste d'un point de vue sur les collègues par exemple c'est vrai que le moment où il y a l'Assemblée populaire où les artistes vont montrer ce qu'ils sont capables de faire sans les machines et certains avec les machines, au départ, j'imaginais ça plus comme une battle humain versus robot. Et en fait, au fur et à mesure, en discutant, on se rend compte que c'est aussi intéressant de montrer la collaboration. En fait, finalement, ça paraît évident, mais la collaboration qu'il peut y avoir et la complémentarité entre voilà, comment ça peut être un outil, quoi, tous ces outils numériques. Et les élèves sont très surprenants, c'est sûr. Alors, je trouve que c'est ce qui est difficile, c'est de cadrer un peu, de leur laisser de la liberté, mais pas non plus de partir dans tous les Oui. sens. Ça, ouais, c'est un travail d'équilibriste parce que ils ont un milliard d'idées. Alors, je trouve que donner quelques contraintes, ça permet quand même de focaliser les idées, mais de développer la créativité, quoi. C'est des contraintes quand même créatives et voilà. Faut pas que ce soit trop guidé, mais il faut qu'il y ait quand même un cadre. Donc voilà. Et au niveau des savoirs, ben, comment rattacher les savoirs dans le spectacle? C'est vrai qu'on peut parler de plein de choses. On peut parler de l'électricité, de l'énergie électrique, on peut parler de robotique, on peut parler de l'impact de l'humain sur l'environnement, de ce qui définit l'humanité et ce qui définit les machines. Donc, à rattacher au programme, finalement, c'est assez simple. Et les compétences développées, par contre, moi, c'est vrai que c'est surtout ça qui m'a surprise parce que par rapport à un enseignement classique où on n'est que sur une matière, et le fait d'avoir cet objectif en fin d'année de faire un spectacle, ça les motive vraiment beaucoup. Donc moi, je les vois particulièrement engagés là-dedans. Et c'est ça qui m'a surtout surpris. Il y avait euh, vous aviez organisé un colloque avec Philippe Mérieux qui disait que l'IA risque de tuer le désir d'apprendre parce qu'il donne toutes les réponses. Donc pourquoi apprendre si on a déjà toutes les réponses? Et en fait, je trouve que ben, du coup, en fait, en ayant cet objectif, ça les motive tellement, ça leur donne tellement envie de le faire que ben, ils ont besoin d'apprendre. Et voilà, je trouve que c'est ça que je trouvais voilà, particulièrement qui m'est venu quoi qui m'a surpris on va dire et ouais sinon le créer un spectacle c'est aussi avoir une situation quand même qui est complexe qui a pas une réponse définie il y a des choix à faire donc je pense que c'est aussi intéressant et de voir la coopération qu'il peut avoir les uns avec les autres parce qu'il y en a qui seront plus à l'aise sur la partie robotique d'autres qui seront plus à l'aise sur la partie danse et de voir que chacun peut apporter un petit peu son grain de sel et ensemble créer un tout euh, voilà, qui a l'air de leur plaire. On verra Harmonieux, si le harmonieux. jour J, on y arrive, mais c'est ça que je trouvais sympa dans le projet, quoi.
Alors, merci de rappeler effectivement cette magnifique phrase de Philippe Berrieux qui disait que ce désir d'apprendre le susciter. Alors, à travers l'ESTIAM, Véronique, c'est un enjeu de demain pour la MLF. La MLF a vraiment envie de faire bouger un petit peu les lignes et par justement ce focus sur l'ESTIAM, on a envie justement de changer ce mode de transmission. Ah, le petit micro. Je pense que tous les propos en fait des porteurs des projets qui sont en cours l'ont bien illustré en fait, hein. Il y a ce côté cohésion et dynamique qui devient un vrai moteur en fait pour les élèves. Philippe Mérieux parlait aussi de cette gageure d'alimenter l'engagement des élèves dans la conquête du savoir. Il me semble qu'en effet, une approche de ce type est un formidable levier d'engagement. Par ailleurs, on a, c'est vrai, aussi concentré pour le moment les projets plutôt dans le premier degré, Oui. sans empêcher du tout qu'il y ait, comme le disait Pierre à Palma, des interventions du second degré et des classes même de terminale hein, qui participent au projet avec les tout petits. Mais c'est vrai que dans un premier temps, on s'est dit que c'est peut-être au premier degré que cette interdisciplinarité est plus facile à mettre en place. C'est un début. En tout cas, ce que nous souhaitions de façon très volontariste, c'était justement d'intégrer les STIAM à l'enseignement et de ne pas reléguer en fait ces moments d'atelier à du périscolaire, de façon à ce que les compétences académiques soient alliées aux compétences du 21e siècle sur les heures de cours. Donc, l'ambition hein, de la mission laïque française se situe notamment dans cette approche transdisciplinaire qui trouve sa justification dans les heures de cours. Voilà. Bien, ben, je crois que la mission est en train pas d'être accomplie complètement, mais en tout cas, on avance sur cette piste, voilà. Et pour terminer, alors j'avais une dernière question par rapport justement à cette expérience que vous êtes en train de mener. Est-ce que vous avez, puisqu'on a quand même presque 80 personnes qui nous écoutent là ce soir, et d'autres qui nous rejoindront peut-être en rediffusion, est-ce que vous avez des conseils, voire des recettes magiques hein, pour ne pas justement perdre cet équilibre dont on a parlé? Est-ce qu'il y a un secret que vous auriez à nous révéler ce soir en exclusivité pour nous? Oui, Émilie? Voilà, que je réactive le micro, pardon. Alors, surtout, je dirais la chose la plus importante, ne pas avoir peur de s'appuyer sur les savoirs de tout le monde. Les collègues sont des personnes ressources auxquelles on ne pense pas forcément et peuvent nous apporter énormément. Et c'est un autre moyen aussi de pouvoir partager et échanger sur des choses qui ne sont pas dans nos matières qu'on enseigne. Donc voilà, pouvoir se dire, bah tiens, un tel sait faire ça, bah, je vais lui demander, ça va m'aider, etc. C'est très très important de pouvoir s'appuyer sur les expériences de nos collègues. Voilà. D'accord. Un marché des Avoir compétences envie. alors en Oui, salle des profs. Voilà. ah oui, Ah, exactement. En plus, c'est très stimulant, c'est ouais. un moment d'échange, tout le monde est dans le même wagon et a envie en fait. Ça redonne une envie, je pense, au groupe enseignant. Ok. Léa? Ouais, non, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai que chacun apporte un peu ses idées, donc je dirais déjà partir de ses envies et de ce qu'on sait faire soi. Et puis c'est vrai qu'aller en parler, avoir un outil peut-être de communication, je sais pas, que ce soit un dessin, une petite vidéo ou quelque chose pour en parler aux collègues pour que ce soit un peu plus clair, parce que en fait tout le monde a voilà, a son petit grain de sel à mettre et voilà, ça fait quelque chose de beaucoup plus riche quand on en discute. Prendre le temps. Prendre Mm. du temps, ça c'est vrai, d'adapter au fur et à mesure avec les envies de chacun d'essayer de trouver voilà, des compromis et voilà. C'est vrai que ça prend du temps d'en parler, mais ça vaut le coup parce que petit à petit, ça se construit ensemble, quoi. Alors, le Nous, jardin va-t-il nous à révéler Palma, son ouais. secret? Oui. Non, nous, à Palma, je crois qu'on a eu la chance de pouvoir présenter le projet sous forme d'atelier durant une journée pédagogique. Donc, tous les enseignants, et pas seulement les enseignants d'ailleurs, tout le personnel de l'école voilà, a pu recevoir l'information et pas seulement recevoir l'information, surtout pouvoir proposer des idées, etc. durant cet atelier.
On a fait des ateliers, on a séparé on a fait 3 groupes. L'atelier dure environ 45 minutes. Et donc, ça a été un échange. Il y a eu beaucoup, beaucoup de propositions durant cet atelier. Et donc, ça a permis aux collègues aussi voilà, de proposer plein de choses et de s'investir dans le projet, d'avoir envie. Moi, personnellement, j'ai peut-être un conseil, hein, mais vraiment, j'ai pas assez de recul pour me donner des conseils, mais je me permets quand même. C'est notre projet, ce qu'il y a de bien, c'est que au niveau des calendriers, de ne pas se mettre de pression. C'est-à-dire de se dire, si je termine pas avant, par exemple, la fin du trimestre ou la fin de l'année, c'est pas grave, je peux continuer l'année d'après. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le but, c'est de travailler les STEM. C'est pas d'avoir un jardin qui fasse du bruit et qui soit beau à la fin de l'année. Hein. Oui. Donc, à partir du moment où moi j'ai intégré ce calendrier, parce que moi j'aime bien me mettre des dates, franchement quelque chose, j'aime bien le terminer vite, ben, là je me suis enlevé une sorte de pression. Parce que je me dis, voilà, ce que je commence avec certains élèves, si je ne le termine pas cette année, c'est pas très grave. Voilà. Peut-être que je terminerai avec eux l'année prochaine ou avec une autre équipe l'année d'après. Oui, Émilie? Je me permets de rebondir justement sur ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est un projet au long cours. C'est pas un sprint, c'est une course de fond en fait qu'on fait. Et le but, c'est que ça perdure, que ça se développe et que ça continue dans le temps. Surtout ça. Voilà, c'est vrai qu'on a envie d'avoir toujours un retour rapide, voir ce que ça donne, mais en fait, on s'est rendu compte avec Aloïs bah, que ça prend du temps. Que les choses, pour se faire bien, bah, parfois, il faut plus de temps que ce qu'on avait prévu, mais c'est super important et ça permet justement que ça continue, que ce soit pas juste sur cette année et après, c'est terminé. C'est pas une parenthèse en fait, les STIAM, c'est le début d'un nouveau mode de réflexion, je pense. Marie, Véronique, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le but, c'est voilà, d'emmener nos élèves et nos collègues dans un nouveau mode de réflexion et d'application bah, de ce qu'on leur transmet, tout simplement. C'est ça, c'est de travailler vraiment en termes de projet et pas en termes de Oui. trimestre, Mm. de notes. Hein, c'est vraiment une autre façon de voir les choses. Oui, Et, bien sûr. Donc, et- de travailler autrement, voilà, de transmettre autrement. et vous parvenez, Véronique? même si on est au début, à suivre voilà, la participation des élèves, à voir comment euh, ils, on peut les évaluer aussi dans leurs recherches. Oui, alors ça, nous, on est au début, donc pour le moment, Je sais. c'est Mm. encore des phases d'expérimentation, mais c'est vrai que c'est une autre façon d'évaluer. Donc là, les critères sont différents, mais c'est pas si difficile que ça, parce que l'engagement et l'investissement finalement des élèves, ça se voit assez vite, et c'est des Mhm. compétences qu'on peut évaluer relativement facilement avec des grilles qui sont déjà disponibles. Mhm. Sur l'observation aussi, L'observation. la réalisation, mais aussi hein, évaluer par observation, ce que font Oui. admirablement les collègues aussi de Oui, c'est plus maternelle. évaluer sur des résultats, c'est plutôt Hein. évaluer sur une façon de travailler, sur l'engagement, hein, je le Mhm. répète. Mhm. Oui. Je Oui, voulais ajouter une dernière chose. Je trouve absolument fondamental le fait de communiquer entre nous, mais que ça parte depuis la direction, les collègues, les élèves, faire voir le travail qu'ils ont fait aussi au dehors de nos portes. C'est-à-dire que, en fait, ce que les enfants vont faire, vont créer, que ce soit vraiment une fenêtre pour l'extérieur, pour que les enfants soient aussi fiers de montrer ce qu'ils veulent, mais qu'on sache aussi que dans nos écoles, on a ce type-là d'enseignement, de pédagogie. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment fondamental. Ouais, moi, si je peux rebondir là-dessus, je suis complètement d'accord et je trouve que dans le contexte du spectacle ou enfin, le côté artistique et culturel, ça permet vraiment, en plus de faire du lien, donc de faire du lien avec un public, que ce soit même juste leurs parents qui viennent observer, d'autres profs ou d'autres personnes qui n'ont pas travaillé dans le projet, d'autres élèves, euh, d'avoir une production finale, même si ça prend du temps, ça leur permet aussi à eux-mêmes de s'auto-évaluer et de voir ce qu'ils ont été capables de fournir comme effort tout au fil de l'année. Donc, voilà. bien, ben, écoutez, merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes, 4 minutes exactement, peut-être pour recueillir quelques questions dans le chat ou alors peut-être en levant la main et en ouvrant le micro.
Il y a Oui, Joseph je crois. qui avait levé la main. Oui, Joseph. Merci beaucoup, merci beaucoup. Plutôt qu'une question, c'est dire merci parce que je trouve que votre enthousiasme est génial. C'est-à-dire d'un côté, moi je vous parle d'ici de la tête de réseau. L'année dernière, j'étais à Palma, mais je vois que le projet que vous menez à bien, c'est vraiment quelque chose. Ça m'enthousiasme parce que d'un côté, c'est la pédagogie de la découverte, de l'émerveillement, c'est redonner à la pédagogie, à l'acte pédagogique, à l'acte d'enseignement d'apprentissage, disons, euh, voilà, l'enthousiasme dont parle par exemple Mérieux. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je trouve que dans ce que vous faites, bien sûr, il y a les apprentissages académiques, mais il y a les apprentissages de compétences tels que vous avez parlé, des compétences qui me semblent des compétences académiques, mais aussi des compétences de la personne, mais aussi des compétences des citoyens et de l'être humain, parce qu'on parle finalement des enjeux de la planète, on parle, alors je vois que ce que vous faites, et là, vous parlez des élèves, mais aussi des enseignants. Je pense que c'était Émilie qui avait évoqué que ça donne une autre dynamique aussi aux échanges entre enseignants. Alors, de mon côté, un grand merci. Voilà, c'est un enthousiasme, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, écoutez, je crois que quand il n'y a pas de questions, c'est toujours très, très, très intéressant parce que ça veut dire que vous avez été particulièrement efficace et clair, et puis certainement aussi, vous avez donné envie et suscité peut-être des nouveaux projets hein, qui vont être générés suite à votre intervention. Je crois que on peut peut-être ben, déjà vous remercier. Un grand, grand Merci merci beaucoup. pour cet investissement, pour la participation à la table ronde. C'était, je crois, une première à ma connaissance hein, de faire ça en visio. C'est pas une innovation en soi, mais bon, pour la MLF, c'était intéressant de pouvoir proposer cette vitrine sur ce qui se fait, parce que c'est vraiment important de s'appuyer sur les réussites. Hein, parce que les réussites ont cette particularité, c'est que c'est souvent contagieux, quoi. Alors, donc, merci beaucoup, merci à tous les participants aussi. Et puis, n'oubliez pas, vous allez pouvoir très prochainement retrouver l'enregistrement de cette table ronde, mais aussi des 4 visios qui ont précédé. Le tout est sur le site de la MLF Monde, développement professionnel, rubrique colloque, STIAM. Ouais. Et là, vous allez retrouver tout ça avec les présentations aussi, les diaporamas. Je Et laisse puis, conclure Véronique. c'est juste une précision, Marie, rien de plus. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet STIAM, que vous avez peut-être des questions sur la façon dont on peut commencer, ce dont on aurait besoin, vous n'hésitez pas aussi à nous solliciter, nous, au développement professionnel, puisque nous sommes là aussi pour vous aider à mutualiser toutes ces bonnes pratiques. Voilà. Oui, absolument. On est très, 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 très motivés par les STIAM, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Merci à Merci et tous. puis bonne soirée à tous et peut-être à très vite pour un prochain colloque, qui sait, peut-être l'année prochaine, les STIAM numéro 2 avec la suite. Bien, bonne soirée.